Il a l'apparence d'un homme au premier regard, mais ses yeux brûlent comme des braises et ses pas laissent dans la poussière l'odeur du soufre. Il y a très longtemps, quand les villages de Mayotte n'étaient encore que des cases en feuilles de cocotier alignées au bord de la mer, les anciens avaient déjà prévenu les enfants. Dans le lagon vivait une créature que nul ne devait provoquer. Ils l'appelaient le haluvu, un poisson gigantesque, si grand que son ombre seule pouvait recouvrir toute une pirogue. Les anciens disaient qu'il ne se montrait qu'aux hommes impolis, à ceux qui oubliaient de respecter l'océan et ses esprits. Le vieux Djafar, pêcheur depuis son enfance, répétait toujours les mêmes paroles, « La mer n'est pas notre esclave. Elle est notre mère. Si tu ne la salues pas, elle t'enverra le haluvu. » Mais les jeunes, dans leur arrogance, riaient de ces avertissements. Un soir, 4 garçons du village, pleins de fierté et avides de montrer leur courage, décidèrent d'aller pêcher sans suivre les rituels. La lune se levait, ronde et pâle, et l'eau du lagon brillait comme de l'argent liquide. Ils montèrent dans une pirogue légère, armée de filets et de torchets. Pas un mot de prière ne fut dit. Pas une goutte de lait de coco ne fut versée à la mer comme offrande. Ils éclatèrent de rire en imitant la voix chevrotante du vieux Djafar et pagayèrent plus loin que d'habitude. Au début, tout se passa bien. Le filet rapporta quelques poissons argentés qui se débattaient dans la lumière tremblante des torchets. Mais très vite, l'un des garçons remarqua quelque chose d'étrange. Les poissons semblaient avoir disparu. Les eaux, pourtant riches, étaient devenues silencieuses et vides. On n'entendait plus le clapotis habituel, ni les bonds des poissons volants. Soudain, sous la surface, une ombre énorme passa. La pirogue tangua légèrement. Les garçons se figèrent. Ils regardèrent autour d'eux, mais rien ne bougeait, sauf les étoiles au-dessus de leur tête. Puis l'ombre revint, plus lente cette fois, comme si elle encerclait leur embarcation. Le plus jeune, pris de panique, lança son filet. Mais au lieu de remonter des poissons, il sentit une traction violente qui le fit presque basculer hors de la pirogue. Ses compagnons se précipitèrent pour l'aider, mais la corde du filet se tendait comme si elle était accrochée à une montagne sous-marine. Puis, d'un coup sec, le filet fut arraché de ses mains et disparut dans les profondeurs. Alors l'eau commença à bouillonner. Des bulles noires remontaient, éclatant à la surface avec un bruit sourd. Et de ce tumulte surgit le haluvu. Son corps était si grand que les jeunes n'en voyaient pas la fin. Sa gueule, ouverte comme une caverne, laissait voir des rangées de dents brillantes comme des lames. Son œil unique, énorme et jaune, fixait la pirogue d'un regard qui n'était pas celui d'un simple poisson, mais d'une créature ancienne et consciente. Les garçons crièrent. L'un tenta de pagayer désespérément vers le rivage, mais la pirogue fut secouée par une vague soudaine, comme si la mer entière avait respiré. L'eau s'engouffra et les fit tomber. Dans la confusion, l'un des garçons disparut dans la gueule du monstre, avalé sans un bruit, englouti comme une simple sardine. Les survivants nagèrent de toute leur force, la gorge brûlée par l'eau salée, les muscles tétanisés par la peur. Ils sentaient derrière eux l'océan se soulever, comme si le haluvu jouait avec eux avant de décider de leur sort. Mais pour une raison mystérieuse, la créature n'avala pas les autres. Elle les laissa regagner la rive, haletants, trempés, incapables de parler. Quand ils racontèrent leur aventure au village, personne ne rit. Le vieux Djafar pleura en silence et déclara que la mère avait seulement voulu leur donner une leçon. On enterra un pagne vide pour remplacer le garçon disparu, car on savait qu'il ne reviendrait jamais. Depuis ce jour, chaque pêcheur de Mayotte respecte le rituel. Avant de lancer ses filets, il dépose toujours une offrande sur le sable. Quelques fleurs, du riz, une noix de coco ouverte. Et il murmure une prière à l'océan. Car tout le monde sait que dans les profondeurs, le haluvu continue de grandir. Il attend, affamé, guettant les hommes qui auront oublié l'humilité. Dans les mangroves de Mayotte, quand la marée descend et que les racines des palétuviers se découvrent, on peut voir des crabes, des poissons prisonniers des flaques, et parfois un petit bernard l'ermite qui marche lentement en traînant sa coquille.
Les enfants du village aiment les observer, les ramasser, les faire courir les uns contre les autres. Mais les anciens avertissent toujours, ne dérangez pas Kurki Ankora. Il n'est pas comme les autres. Kurki Ankora est d'abord minuscule, à peine plus gros qu'une noix. Il avance tranquillement dans les marécages, cherchant une coquille adaptée pour se protéger. Sa coquille brille parfois de reflets étranges, comme si elle avait été polie par des mains invisibles. Beaucoup le prennent pour un Bernard l'ermite ordinaire, mais ceux qui ont osé le capturer n'ont jamais oublié ce qu'ils ont vu. Un après-midi, 3 enfants jouaient dans la mangrove. Ils s'amusaient à attraper des crabes avec de petites nasses et riaient de leur prise. L'un d'eux tomba sur Kurki Ankora. Sa coquille avait l'air plus belle que les autres, avec des spirales parfaites, et il décida de l'emporter comme trophée. Les 2 autres l'encouragèrent. Ils ignoraient les conseils des grands. Ils posèrent l'animal sur un rocher et se mirent à le piquer avec un bâton pour le faire sortir de sa coquille. Le Bernard l'ermite resta immobile, mais ses petites antennes frémissaient. Tout à coup, le ciel se couvrit de nuages, comme si le jour s'assombrissait plus vite que d'habitude. Un vent humide se leva entre les racines. Kurki Ankora commença alors à grandir. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Sa coquille se mit à craquer et à se déformer, et ses pattes se multiplièrent, devenant aussi épaisses que des troncs. Devant les yeux terrifiés des enfants, le petit Bernard l'ermite devint une créature gigantesque, si haute que ses pinces touchaient presque les branches des palétuviers. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur rougeâtre et sa respiration faisait vibrer l'air autour de lui. Les enfants, paralysés par la peur, n'eurent que quelques secondes pour réagir. La créature poussa un cri strident, un son à mi-chemin entre le froissement de coquilles et le rugissement de la mer en colère. Les racines se mirent à trembler, et l'eau de la mangrove bouillonna. L'un des enfants tomba à genoux, implorant pardon. Les 2 autres coururent à travers la vase, glissant, tombant, se relevant dans un désespoir total. Kurki Ankora leva sa pince géante et frappa le sol. L'eau éclaboussa jusqu'au palmier, et un des garçons disparut, happé par la boue mouvante qui s'était ouverte sous lui. Les 2 survivants réussirent à atteindre la terre ferme et se réfugièrent dans le village, en pleurs. Lorsqu'ils racontèrent ce qui s'était passé, les anciens hochèrent la tête avec gravité. « Vous avez provoqué Kurki Ankora, dit l'un d'eux. Il vous a épargné, mais il a pris votre ami en échange. » Les habitants de Mayotte interdisent aux enfants de maltraiter les Bernard l'ermite de la mangrove. On dit même que, certaines nuits de pleine lune, si l'on s'aventure trop loin, on peut voir une silhouette immense bouger entre les racines, ses pinces luisant comme des lames sous la clarté lunaire. Ceux qui l'ont aperçu savent qu'il s'agit de Kurki Ankora Chandrea, la forme géante et vengeresse du Bernard l'ermite. Personne n'ose l'approcher. Car il attend, tapi dans la mangrove, le moment où un être humain oubliera encore de respecter son territoire. Au large de Mayotte, il existe un petit îlot qui n'apparaît qu'à marée basse. Quand la mer se retire, une langue de sable et de corail relie le rivage à ce morceau de terre isolé. Les enfants du village l'appelaient « l'îlot blanc » car il brillait sous le soleil comme une perle. Mais les anciens avaient un autre nom pour lui, un nom que l'on prononçait rarement, l'îlot du djinn. On disait qu'un esprit ancien y vivait, gardien invisible des lieux. Cet être n'aimait pas qu'on dérange son territoire. Il tolérait la présence des pêcheurs tant qu'il respectait des règles simples, ne jamais ramasser ce qui s'y trouvait, ne jamais se retourner en quittant l'îlot, et ne jamais y rester après que l'eau commence à remonter. Ceux qui désobéissaient n'étaient jamais les mêmes en revenant. Un jour, un groupe de jeunes décida de défier la légende. Ils voulaient prouver que ces histoires n'étaient que des inventions pour faire peur aux enfants. C'était une marée basse exceptionnelle, la mer s'étant retirée plus loin que d'habitude. Ils marchèrent pieds nus sur la bande de sable, riant, se lançant de l'eau salée au visage, ignorant les regards inquiets des villageois restés sur la plage. En arrivant sur l'îlot, ils furent surpris par son atmosphère étrange. Pas un oiseau ne chantait, pas un crabe ne courait entre les pierres. L'air semblait lourd, comme si le silence lui-même pesait sur leurs épaules. Pourtant, le sable était doux, parsemé de coquillages brillants et de morceaux de corail aux formes parfaites.
Un des garçons, émerveillé, ramassa un coquillage spiralé qui semblait presque luminescent. Les autres l'encouragèrent, heureux de ramener une « preuve » au village. Mais au moment où il ferma la main sur son trésor, un souffle froid passa sur leur nuque, comme si quelqu'un avait expiré juste derrière eux. Le ciel se couvrit de nuages sombres. La mer, pourtant calme quelques minutes plus tôt, commença à frémir. Les vagues frappaient déjà les rochers avec une violence inquiétante. Les jeunes, soudain moins sur deux, décidèrent de rentrer. Mais à peine avaient-ils commencé à traverser la bande de sable qu'un bruit de pas résonna derrière eux. Des pas lourds, réguliers, qui semblaient s'approcher. Le plus courageux d'entre eux se retourna, bravant l'interdit. Il jura avoir vu une silhouette immense, drapée d'un voile noir qui flottait dans le vent invisible. Le visage de la créature était dissimulé, mais deux yeux flamboyants le fixaient. Pris de panique, les jeunes se mirent à courir, trébuchant sur les coquillages, les pieds meurtris par les rochers. Mais la mer montait vite, plus vite que d'habitude, comme si l'océan tout entier voulait les engloutir. Ils atteignirent le rivage de justesse, haletants, le cœur battant à tout rompre. Quand ils se retournèrent, l'îlot avait déjà disparu sous les flots, avalé par la marée. Celui qui avait ramassé le coquillage l'avait toujours dans la main, mais il ne parla plus jamais normalement. Sa voix resta rauque, brisée, et ses nuits furent hantées de cauchemars. Parfois, en pleine nuit, il se levait et marchait vers la mer comme un somnambule, attiré par une voix que lui seul entendait. Il y a bien longtemps, dans un village du sud de Mayotte, les habitants se préparaient pour un grand mariage. C'était l'union d'un jeune homme réputé pour sa force et d'une jeune fille connue pour sa beauté et sa douceur. Tout le village fut invité. Les femmes cuisinaient depuis plusieurs jours déjà. On avait abattu des zébus, préparé du poisson séché, et surtout, on avait fait cuire du riz en quantité démesurée. À Mayotte, le riz est sacré. Les anciens disaient toujours qu'il ne faut jamais le gaspiller, car chaque grain est un don de la terre et du travail humain. Mais ce jour-là, pris dans l'excitation et l'orgueil, les villageois ne firent pas attention. Pour impressionner les invités, ils remplirent des plateaux entiers, bien plus que nécessaire. Quand le cortège se mit en route pour accompagner les mariés jusqu'au lieu de la cérémonie, les convives commencèrent à lancer du riz sur le chemin, comme on le fait parfois pour bénir un couple. Mais ils ne lancèrent pas une poignée symbolique. Ils jetèrent des mains entières, des calebasses entières, riant de voir le sol se couvrir de grains blancs. Les enfants, amusés, dansaient dessus, écrasant le riz sous leurs pieds. Les anciens, assis à l'ombre des baobabs, secouaient la tête. Ils murmuraient entre eux que la terre ne pardonnerait pas un tel gaspillage. Mais personne n'écouta. Arrivés au bord de la mer, là où devait se tenir la fête, un silence étrange tomba. La mer, d'ordinaire calme et accueillante, s'était retirée plus loin que de coutume. Le sable étincelait sous le soleil, mais l'air était lourd, presque oppressant. Certains convives sentirent un frisson leur parcourir la nuque, comme si une présence invisible les observait. Puis, sans prévenir, le sol se mit à trembler. Un grondement monta de sous leurs pieds, semblable à celui d'un tambour géant battu dans les entrailles de la terre. Les plateaux de riz glissèrent et se renversèrent, déversant encore davantage de grains. La mer revint soudainement, mais pas comme une marée ordinaire. Une vague gigantesque, noire et écumante, s'éleva à l'horizon et s'abattit sur le cortège. Les cris se mêlèrent au tonnerre de l'eau. Les convives furent emportés, engloutis en un instant. Les mariés eux-mêmes disparurent sous les flots. Quand la vague se retira, il ne resta plus rien du village, ni des maisons, ni des plateaux de fête, ni des chants joyeux. À leur place, une île de sable blanc émergea au milieu de la mer, éclatante sous le soleil, silencieuse comme un tombeau. Les survivants, car quelques-uns avaient réussi à grimper aux arbres ou à se réfugier sur les hauteurs, pleurèrent longtemps. Ils comprirent que l'île n'était pas un cadeau, mais une malédiction. Le riz qu'ils avaient gaspillé s'était transformé en sable blanc, et le village entier avait payé le prix de leur imprudence. Depuis ce jour, l'îlot de Mtsangatsole reste visible, isolé au milieu du lagon.
Les pêcheurs qui passent près de lui disent parfois entendre, la nuit, des chants lointains, comme ceux d'un cortège nuptial noyé par la mer. Certains affirment même avoir vu, au clair de lune, une silhouette de femme vêtue de blanc marcher sur le sable avant de disparaître dans les vagues. Les anciens racontent cette histoire aux enfants pour leur rappeler qu'il ne faut jamais gaspiller un seul grain de riz. Car chaque grain perdu peut éveiller la colère des esprits de la mer, et personne ne souhaite voir renaître une vague comme celle qui a englouti le village du mariage. Dans les mangroves épaisses de Mayotte, là où les racines des palétuviers s'enchevêtrent comme des labyrinthes, les habitants chuchotent le nom des Moana Issa. On dit que ce sont des esprits anciens, des petites femmes mystérieuses qui apparaissent à la tombée de la nuit. Elles sont connues pour leur beauté étrange et pour leur rire cristallin qui résonne dans le silence humide des marais. Mais quiconque se laisse attirer par elles ne revient jamais le même. L'histoire la plus racontée est celle de Saïd, un jeune pêcheur du village de Mtsapéré. Saïd était courageux mais aussi curieux, toujours avide de découvrir ce que les anciens appelaient les interdits. Une nuit de pleine lune, il décida de s'aventurer seul dans la mangrove malgré les avertissements de sa grand-mère. Il marcha pieds nus dans la vase, sa lampe à la main. L'air était lourd, saturé d'odeurs de sel et de plantes. Les grenouilles coassaient au loin, et le bruit des insectes emplissait l'obscurité. Tout semblait ordinaire, jusqu'à ce qu'il entende une mélodie. Une voix douce, presque un chant, résonnait entre les racines. Intrigué, il suivit le son. Là, dans une clairière naturelle formée par les palétuviers, il la vit. Une femme minuscule, pas plus haute qu'un enfant, vêtue d'un tissu blanc qui semblait flotter autour d'elle sans jamais se salir dans la boue. Ses cheveux brillaient comme des filaments d'argent sous la lune, et ses yeux luisaient d'un éclat irréel. Elle souriait à Saïd, et d'un geste délicat, elle lui fit signe d'approcher. Saïd sentit son cœur battre à tout rompre. Ses jambes avançaient toutes seules, comme si une force invisible le poussait. La petite femme se mit à rire, un rire clair et hypnotisant. Mais en s'approchant, Saïd remarqua quelque chose d'étrange. Ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol, et ses mains, quand elle les leva vers lui, semblaient trop fines, trop allongées. Il voulut reculer, mais il était déjà trop tard. D'autres rires se firent entendre derrière lui. En se retournant, il vit deux autres femmes identiques, surgies de l'ombre. Elles se rapprochaient, entourant peu à peu le jeune homme. Soudain, la lampe qu'il tenait s'éteignit sans raison. Il fut plongé dans une obscurité totale, à l'exception des yeux luisants des Moana Issa. Les trois esprits entamèrent un chant étrange, en une langue que Saïd ne connaissait pas. Il sentit ses forces le quitter, comme si chaque mot lui aspirait un peu de son âme. Au matin, les pêcheurs du village retrouvèrent Saïd assis au bord de la mangrove. Il était vivant, mais son regard était vide. Ses lèvres murmuraient encore le chant des Moana Issa, un chant que personne ne comprenait. Depuis ce jour, il ne parla plus jamais normalement, ne sourit plus jamais. Sa famille disait qu'une partie de lui était restée prisonnière de la mangrove. Au cœur de Mayotte, il existe un lac que les anciens regardent toujours avec méfiance. Le jour, il paraît paisible, ses eaux vertes reflétant les arbres alentours. Mais la nuit, personne n'ose s'en approcher. Car c'est à ce moment que la belle fille nue du lac apparaît. On dit qu'elle est d'une beauté envoûtante, si parfaite qu'aucun homme ne peut détacher ses yeux d'elle. Mais cette beauté est un piège, un leurre destiné à attirer les imprudents vers leur perte. Un soir de saison sèche, un jeune homme nommé Amadi, connu pour son arrogance, décida de braver l'interdit. Ses amis parlaient souvent de la légende, mais lui riaient toujours, affirmant qu'il ne craignait ni les djinns ni les esprits. Pour prouver son courage, il annonça qu'il irait au lac à la tombée de la nuit et qu'il reviendrait avec de l'eau dans une calebasse. Le soleil se coucha, et Amadi s'avança seul sur le chemin qui menait au lac. La forêt bruissait autour de lui, mais plus il approchait de l'eau, plus le silence devenait oppressant. Même les grenouilles semblaient s'être tues. Quand il arriva au bord du lac, la lune se reflétait sur l'eau comme un miroir. Amadi se pencha pour remplir sa calebasse, mais un mouvement attira son regard. Là,
au milieu du lac, une silhouette émergeait lentement de l'eau. C'était une femme, nue, dont la peau luisait sous la clarté lunaire comme si elle était faite de nacre. Ses cheveux noirs flottaient derrière elle comme des algues, et ses yeux scintillaient d'un éclat étrange. Amadi, fasciné, oublia tout. La calebasse glissa de ses mains. La femme souriait, un sourire doux mais inquiétant, et elle l'invita d'un geste à la rejoindre. Son pas était léger, ses mouvements fluides, presque irréels. Sans réfléchir, Amadi entra dans l'eau. Chaque pas l'enfonçait un peu plus, mais il ne sentait ni la fraîcheur ni la lourdeur du lac. Ses yeux restaient fixés sur la femme. Plus il avançait, plus elle reculait, l'attirant vers le centre. Lorsqu'il fut assez loin du rivage, la lune se voila soudain derrière un nuage. L'eau devint sombre, et le visage de la femme changea. Son sourire se déforma, ses yeux s'agrandirent et brillèrent d'une lumière rouge. Ses cheveux s'allongèrent comme des tentacules et s'enroulèrent autour de Amadi. Il voulut crier, mais déjà sa bouche s'emplissait d'eau. Au village, on attendit son retour toute la nuit. Au matin, on retrouva sa calebasse brisée au bord du lac, mais de lui, aucune trace. Les anciens dirent que la belle fille nue l'avait pris. Depuis, les habitants préviennent leurs enfants, il ne faut jamais approcher du lac après le coucher du soleil. Car la belle fille nue y attend toujours. Elle apparaît sous une forme douce et attirante, mais derrière son visage se cache un esprit assoiffé, prêt à engloutir quiconque se laisse séduire par sa beauté irréelle. Parmi les récits les plus effrayants de Mayotte, il y a celui de Zaza Virano. Ce nom seul suffit à glacer le sang des enfants. Les anciens disent qu'il ne s'agit pas seulement d'un être mais d'une entité capable de prendre différentes formes selon la peur de celui qui le rencontre. L'histoire la plus connue remonte à plusieurs générations, dans un village niché au bord d'une mangrove. Une jeune fille nommée Amina aimait se promener seule le soir. Elle disait qu'elle n'avait peur de rien, pas même des djinns dont parlait sa grand-mère. Ses amis l'avaient mise au défi de passer une nuit entière près du vieux fromager, un arbre sacré que personne n'osait approcher après le coucher du soleil. On racontait que c'était là que Zaza Virano rôdait. Amina, orgueilleuse, accepta. Le soir venu, elle se rendit près de l'arbre. La lune éclairait faiblement les racines noueuses qui semblaient bouger comme des serpents dans l'ombre. Elle s'assit sur une pierre et attendit. Les premières heures passèrent sans incident. Les bruits de la nuit, les insectes, les grenouilles, le vent léger l'accompagnaient comme une berceuse. Elle finit presque par s'endormir. Puis, vers minuit, un silence soudain s'abattit. Plus aucun son. Pas même le cri d'un gecko. Le vent lui-même sembla s'éteindre. Amina ouvrit les yeux et sentit son cœur se serrer. Devant elle, une silhouette se dessinait. Elle était grande, si grande qu'elle dépassait la cime du fromager. Ses contours étaient flous, comme faits de brume. Elle entendit alors un murmure, doux d'abord, puis de plus en plus distinct, « Amina. Amina. » Son nom résonnait entre les arbres comme un écho infini. La silhouette s'avança. Ses traits changèrent sans cesse. Par moments, elle ressemblait à sa mère, puis à son père, puis à un visage inconnu aux yeux entièrement noirs. Amina voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Elle tenta de fuir, mais ses jambes semblaient clouées au sol. La silhouette tendit une main vers elle. Elle était longue, anormalement longue, les doigts tordus comme des racines. Quand la main se posa sur son épaule, Amina sentit un froid glacial l'envahir, comme si son sang se transformait en glace. Au village, on dit qu'elle ne revint jamais. Le lendemain matin, ses amis, honteux de l'avoir poussée au défi, allèrent près du fromager. Ils trouvèrent seulement son foulard, accroché à une racine, trempé comme s'il avait été plongé dans la mer. Depuis ce jour, les habitants répètent que Zaza Virano est une créature qui se nourrit de la témérité des jeunes. Il attend que quelqu'un se vante de ne craindre ni les interdits ni les esprits. Alors il apparaît, prenant l'apparence la plus effrayante pour sa victime, et l'emporte dans un monde dont nul ne revient. Certains anciens racontent aussi que Zaza Virano n'a pas de forme propre. Il est le reflet de nos cauchemars,
la somme des peurs humaines. À celui qui redoute la solitude, il apparaît comme un vide infini. À celui qui craint la mort, il se montre comme un cadavre animé. Et à celui qui n'a peur de rien, il prend la forme de la personne la plus chère, pour mieux le trahir. Les enfants de Mayotte n'osent pas s'approcher des fromagers la nuit. Car les racines de ces arbres sont les portails préférés de Zazaviranou. Et si jamais, en chemin, on entend son propre prénom murmurer dans l'air nocturne, il faut courir sans se retourner, car c'est peut-être déjà trop tard. Il y a plusieurs générations, dans un petit village de Mayotte entouré de cocotiers et de champs de manioc, vivait un garçon nommé Madi. Il avait 8 ans et aimait courir partout, grimper aux arbres, jouer près de la rivière. Sa mère l'avertissait souvent, ne reste jamais dehors après le coucher du soleil, car les monstres sortent quand l'ombre recouvre les champs. Mais Madi, insouciant, n'écoutait pas. Un soir, alors que les tambours résonnaient au loin pour une fête, Madi s'éloigna du village. Il suivit un papillon lumineux qui volait entre les herbes hautes, persuadé qu'il s'agissait d'un signe de chance. La lune commençait à monter dans le ciel quand il réalisa qu'il s'était perdu. Autour de lui, les chants des insectes s'étaient tus. Le silence s'épaississait comme une brume. Puis il entendit un bruit, d'abord discret, comme un frottement sur le sol. Il se retourna et vit une silhouette dans l'ombre des palmiers. C'était grand, beaucoup trop grand pour être un homme. Ses yeux luisaient d'un éclat jaune. Sa respiration faisait trembler les feuilles. Madi sentit la peur lui nouer la gorge. La silhouette s'avança. C'était une créature monstrueuse, couverte de poils noirs et hérissés, avec des griffes longues comme des couteaux et une bouche déformée, pleine de crocs brillants. Elle avançait lentement, comme si elle savourait sa terreur. Le petit garçon courut. Ses pieds nus martelaient la terre sèche, son souffle se brisait, mais le monstre le suivait toujours, ses pas lourds résonnant derrière lui. Chaque fois qu'il croyait l'avoir semé, il tournait la tête et apercevait ses yeux jaunes qui scintillaient dans l'obscurité. Madi finit par atteindre un grand palmier. Épuisé, il se glissa derrière le tronc et retint son souffle. Le monstre passa tout près. Son odeur était insoutenable, mélange de sang et de terre humide. Il reniflait l'air comme un chien affamé. Puis, il s'arrêta net, tourna lentement la tête vers l'endroit où Madi se cachait et grogna. Le garçon sentit ses jambes trembler. Il allait être découvert quand soudain, un hibou cria dans la nuit, et le monstre détourna la tête. Distrait, il s'éloigna en direction du cri. Madi profita de ce moment pour courir de toutes ses forces vers le village. Lorsqu'il franchit la lisière des cases, il s'effondra dans les bras de sa mère, en larmes, incapable de parler. Les anciens se rassemblèrent et écoutèrent son récit. Ils hochèrent la tête avec gravité. « Tu as rencontré le monstre des champs, » dit l'un d'eux. « Il chasse les enfants qui désobéissent et s'éloignent seuls la nuit. Tu as eu de la chance, car souvent il ne laisse derrière lui qu'une trace de griffes dans la terre. » Madi ne sortit plus jamais après le coucher du soleil. Et au village, on continue de raconter son histoire aux enfants. On leur dit que dans les champs et les forêts de Mayotte, le monstre rôde encore. Ses yeux jaunes brillent dans l'ombre, attendant qu'un enfant imprudent s'éloigne trop loin. Il y a très longtemps, bien avant que les bateaux à moteur ne sillonnent le lagon de Mayotte, les pêcheurs utilisaient de simples pirogues pour s'aventurer en mer. Parmi eux vivait un homme mystérieux, que l'on appelait Nou. Nul ne savait d'où il venait exactement. Certains disaient qu'il avait grandi parmi les esprits de l'océan, d'autres affirmaient qu'il n'était pas tout à fait humain. Nou était grand, silencieux, avec des yeux sombres qui semblaient toujours fixés vers l'horizon. Contrairement aux autres pêcheurs, il n'avait jamais peur des requins. Et pourtant, à cette époque, les requins rôdaient souvent près des villages, effrayant les habitants et renversant parfois des embarcations. Un jour, un groupe de pêcheurs disparut en mer. On retrouva leur pirogue brisée, flottant entre les vagues, tachée de sang. Les familles en deuil prièrent, mais personne n'osa plus sortir dans cette zone. Sauf nous. Il prit sa pirogue et pagaya seul, jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit où les requins avaient attaqué.
Les vagues s'assombrissaient et une odeur de sel et de mort flottait dans l'air. Puis, un requin gigantesque surgit, ses mâchoires s'ouvrant dans un claquement terrible. Au lieu de fuir, nous plongea dans l'eau. Les témoins, depuis le rivage, crièrent de peur. Mais ce qu'ils virent les marqua pour toujours. L'homme nageait avec une force surhumaine. Il attrapa le requin à main nue, et dans un combat titanesque, il le renversa sur le dos. Ses dents brillaient, et dans un geste impossible à comprendre, nous mordit la créature comme si lui-même était une bête sauvage. Quand il remonta à la surface, le requin flottait sans vie. Le sang teintait l'eau en rouge, et nous, indemnes, ramenait la carcasse vers la côte. Les villageois, terrorisés et fascinés, se précipitèrent pour l'aider. Mais lui ne dit pas un mot. Il laissa le corps du requin sur le sable et repartit, disparaissant de nouveau dans la forêt comme si rien ne s'était passé. À partir de ce jour, plus aucun requin n'osa s'approcher du rivage de ce village. Mais nous continuions ces combats en silence. Parfois, on le voyait revenir avec une cicatrice nouvelle sur le bras ou l'épaule, signe qu'un autre affrontement avait eu lieu. D'autres fois, on racontait qu'il avait nagé si loin qu'il avait disparu des jours entiers, avant de réapparaître sans explication. Peu à peu, les gens cessèrent de croire qu'il était humain. Certains disaient qu'il était le fils d'un djinn marin et d'une femme, condamnés à vivre entre deux mondes. D'autres affirmaient qu'il avait fait un pacte avec l'océan, qu'en échange de sa force il devait se nourrir de la chair des requins. Un soir, alors qu'il avait vieilli, nous partit une dernière fois en mer. La lune éclairait faiblement sa pirogue, et les vagues semblaient s'écarter devant lui. Mais il ne revint jamais. Le lendemain, on trouva sa pirogue vide, flottant près du récif. Certains jurèrent avoir vu au loin une silhouette immense nager vers les profondeurs, comme si l'océan avait repris son fils. En 2016, une équipe de plongeurs explorait le lagon de Mayotte, à la recherche de zones encore inexplorées. Le lagon, immense, est l'un des plus grands du monde et il recèle encore bien des secrets. Ce jour-là, alors qu'ils descendaient à une 50aine de mètres de profondeur, ils aperçurent une ouverture sombre dans la paroi d'un récif. Elle ressemblait à la gueule d'un monstre marin figé dans la roche. La curiosité les poussa à s'approcher et, à la lumière de leurs lampes, ils découvrirent qu'il ne s'agissait pas d'une simple fissure. C'était une entrée, une porte ouverte vers un espace inconnu. Ils pénétrèrent prudemment dans ce boyau sombre et ce qu'ils virent les laissa sans voix. À l'intérieur, une véritable grotte sous-marine se déployait, parsemée de stalactites et de stalagmites figés dans le calcaire. Ces formes ne pouvaient exister que si, autrefois, la grotte avait été à l'air libre, hors de l'eau. Cela signifiait que, des milliers d'années auparavant, le niveau de la mer était beaucoup plus bas et que cette caverne s'était formée à l'époque des grandes glaciations. Le silence y était impressionnant, seulement brisé par le bruit régulier des bulles d'air qui s'échappaient des détendeurs. Les plongeurs avaient la sensation étrange d'être entrés dans un lieu sacré, hors du temps. La roche semblait leur chuchoter des histoires millénaires. Certains eurent même la sensation que des ombres se déplaçaient entre les colonnes de calcaire, comme si des esprits anciens habitaient encore ce sanctuaire englouti. De retour à la surface, les plongeurs racontèrent leurs découvertes, mais chacun le fit à sa manière. Les scientifiques parlèrent d'une découverte géologique exceptionnelle, un témoignage unique des changements climatiques et du passé de Mayotte. Mais dans les villages, on évoqua autre chose. Des anciens affirmèrent que cette grotte était connue depuis longtemps dans les récits oraux, qu'on disait qu'elle était la demeure d'un djinn des profondeurs, un esprit gardien des eaux qui ne devait pas être dérangé. D'autres racontèrent qu'à la pleine lune, il arrivait que des pêcheurs voient des lueurs étranges émaner de cette zone du lagon, comme si la grotte respirait encore. La grotte est devenue un sujet de fascination et de crainte. Peu de plongeurs osent s'y aventurer, car la profondeur est dangereuse et l'espace restreint. Ceux qui l'ont visité racontent toujours un sentiment étrange, comme si le temps s'arrêtait à l'intérieur. Et chaque fois qu'il ferme les yeux, il revoit ces colonnes minérales dressées comme des statues dans la pénombre, témoins muets d'une Mayotte oubliée, bien plus ancienne que celle que l'on connaît aujourd'hui. Il était un peu plus de 19 heures,
une soirée ordinaire à Mamoudzou. Le marché s'était vidé peu à peu, les dernières barques rentraient dans le lagon, et les familles s'installaient pour le repas. Le ciel se teintait de rouge et de violet, comme souvent dans les couchers de soleil de Mayotte. Rien ne laissait présager que ce soir-là, les habitants allaient être témoins d'un spectacle que beaucoup n'oublieraient jamais. Au début, ce fut un simple éclat, à peine perceptible, une lueur étrange derrière les nuages. Certains levèrent les yeux, pensant à un avion ou à une étoile particulièrement brillante. Mais très vite, la lumière devint plus intense, plus nette, dessinant une colonne verticale qui semblait descendre du ciel comme un fil incandescent. Elle ne ressemblait à rien de connu. Ce n'était ni la traînée habituelle d'un avion, ni la lumière diffuse d'une étoile filante. C'était une présence lumineuse qui semblait vivante, presque palpable. Les passants s'arrêtèrent dans les rues. Des enfants montrèrent du doigt la lueur et crièrent, mi-enthousiastes, mi-effrayés. Les plus âgés se signèrent ou murmurèrent des prières. La colonne de lumière restait immobile, comme suspendue, tandis que ses couleurs changeaient subtilement, oscillant entre le blanc éclatant, le bleu pâle et parfois un rouge profond qui inquiétait ceux qui la regardaient. Certains affirmèrent avoir entendu un grondement sourd, venu d'en haut, comme si le ciel vibrait. D'autres dirent avoir ressenti un souffle d'air froid, anormal, qui parcourait la ville malgré la chaleur étouffante de la soirée. Dans les minutes qui suivirent, les téléphones se levèrent, les vidéos circulèrent, chacun voulant immortaliser l'instant. Mais étrangement, beaucoup de témoignages rapportèrent que les images enregistrées ne rendaient pas compte de la beauté et de l'intensité de la lumière. Sur certains téléphones, la colonne n'apparaissait pas, ou se réduisait à une tache floue. Ce décalage entre ce que l'œil voyait et ce que la caméra captait alimenta les rumeurs. Au marché, une vieille femme raconta que cela ressemblait au récit de son enfance, quand son grand-père évoquait des colonnes de feu que les anciens voyaient parfois au-dessus de l'océan. On disait alors que c'était le passage des esprits, des entités venues des profondeurs pour visiter le monde des vivants. D'autres parlèrent de djinns qui, à certaines heures, laissaient entrevoir leur puissance dans le ciel. Les scientifiques interrogés par la suite évoquèrent plusieurs hypothèses. Peut-être un phénomène atmosphérique rare, lié à la réfraction de la lumière dans les nuages et les cristaux de glace. Peut-être le reflet d'un lancement spatial lointain, dont les résidus lumineux auraient été projetés jusque dans le ciel mahorais. Mais aucune explication n'arriva à convaincre totalement, car rien n'expliquait la netteté de la colonne, ni la durée de son apparition, ni son caractère silencieux et immobile. La lumière resta visible plusieurs minutes, assez longtemps pour marquer profondément ceux qui la contemplaient. Puis, sans prévenir, elle se dissipa. Pas brutalement, mais comme une flamme qu'on recouvre lentement, s'éteignant dans le ciel jusqu'à disparaître complètement. Les gens restèrent figés, hésitant à reprendre leur conversation, comme si le silence qui suivit était sacré. Dans les jours qui suivirent, le phénomène fit la une des discussions. Certains y virent un signe annonciateur d'un malheur, une alerte que l'île devait entendre. D'autres y trouvèrent au contraire une sorte de bénédiction, un message de paix envoyé du ciel. Quoi qu'il en soit, ceux qui étaient présents ce soir-là gardent en mémoire cette vision irréelle. Et aujourd'hui encore, quand la nuit tombe sur Mamoudzou et que le ciel se colore d'ombre et de lumière, il n'est pas rare que des habitants lèvent les yeux avec une petite appréhension, se demandant si la colonne de lumière reviendra un jour éclairer leur île mystérieuse. À Chiconi, un village de Mayotte bordé de collines verdoyantes et de champs cultivés, tout le monde connaissait Tarimi Bwana. Né en 1974, il avait la réputation d'être un homme travailleur, discret, mais toujours prêt à donner un coup de main à ses voisins. Chaque matin, il quittait sa maison à l'aube, une machette à la main, pour se rendre dans son champ. Il y cultivait manioc, bananes et quelques légumes qu'il ramenait le soir, le dos courbé par l'effort mais toujours le sourire aux lèvres. Le jour de sa disparition, rien ne semblait différent. Il salua sa femme, embrassa ses enfants et prit le chemin habituel qui menait à ses terres. Un proche le vit passer à mi-chemin, son pas tranquille et sûr, sa silhouette familière qui s'éloignait dans la lumière du matin. Mais après cela, plus rien. À la tombée de la nuit, sa famille s'inquiéta. Tarimi n'était jamais en retard, et il ne passait jamais la nuit dehors sans prévenir.
On alerta rapidement les voisins. Des groupes partirent avec des lampes torchées, appelant son nom à travers les champs, scrutant chaque sentier. Ils fouillèrent les buissons, descendirent vers les ruisseaux, explorèrent les moindres recoins des plantations. Mais aucune trace. Pas de machette, pas de vêtements abandonnés, pas de signe de lutte. Comme si la terre elle-même l'avait englouti. Le lendemain, les recherches s'intensifièrent. La gendarmerie fut alertée, et l'avis de recherche fut diffusé. Les habitants se rassemblèrent, certains apportant des chiens, d'autres récitant des prières pour le ramener sain et sauf. Mais plus les heures passaient, plus l'inquiétude se transformait en angoisse. Comment un homme connu de tous, parti sur un chemin qu'il empruntait chaque jour depuis des années, pouvait-il disparaître ainsi, sans laisser la moindre trace? Les rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient qu'il avait peut-être eu un malaise et qu'il gisait quelque part, hors de vue. Mais alors, pourquoi n'avait-on rien trouvé malgré les battues? D'autres évoquaient des forces invisibles, des djinns qui, selon la tradition, peuvent s'emparer d'un homme et l'emmener dans un monde parallèle. Les anciens rappelaient des histoires semblables, où des personnes disparaissaient soudainement en pleine journée et réapparaissaient parfois des jours plus tard, hagardes, incapables d'expliquer où elles avaient été. Mais dans le cas de Tarimi, il n'y eut pas de retour. Les jours devinrent des semaines. L'espoir s'amenuisait, mais la douleur restait vive. Sa famille continuait de veiller devant la maison, espérant le voir revenir par le chemin qu'il avait emprunté ce matin-là. Les enfants demandaient encore où était leur père, et personne ne trouvait les mots pour répondre. Aujourd'hui encore, à Shikoni, son nom revient souvent dans les conversations. Certains disent qu'il a été enlevé, d'autres qu'il a choisi de disparaître, mais personne n'a jamais trouvé d'explication convaincante. Le mystère reste entier, et la silhouette de Tarimi Bwana, marchant seul vers son champ ce matin-là, hante encore la mémoire des habitants. Chaque fois qu'un homme disparaît en mer ou qu'un enfant s'égare dans la forêt, on repense à lui. Comme si Mayotte elle-même, avec ses secrets et ses forces invisibles, avait décidé de le garder pour elle. La nuit est souvent le moment choisi par ceux qui tentent la traversée entre Anjouan et Mayotte. Dans les villages côtiers, on voit parfois s'avancer une embarcation légère, un kwassa-kwassa, peint de couleurs vives mais usé par le sel et le temps. On entasse à bord des familles entières, des enfants serrés contre leur mère, des jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur, des vieillards qui espèrent rejoindre des proches. Le passeur, silhouette sombre à la proue, attend que le vent tombe un peu et que la mer s'apaise avant de hisser le moteur hors bord et de lancer l'expédition. La traversée dure plusieurs heures. Ceux qui l'ont faite racontent l'angoisse du silence, brisée seulement par le vrombissement du moteur et le clapotis de l'eau. Parfois, les passagers chantent doucement pour se donner du courage, mais plus souvent ils restent muets, les yeux rivés sur l'horizon noir. La mer est immense et imprévisible, et chaque vague peut être la dernière. Beaucoup de kwassa arrivent à destination, accostant à l'aube sur les plages du nord de Mayotte. Mais d'autres disparaissent. On les voit partir, on les salue du rivage, puis on ne les revoit jamais. Pas de débris, pas de nouvelles, pas de témoins. Comme si l'océan les avait avalés tout entiers. Des familles restent des années à espérer, guettant un appel, un signe, mais le silence est total. Certains pêcheurs disent avoir aperçu au loin, en pleine mer, des embarcations vides dérivant lentement, sans passagers ni pilote. D'autres racontent qu'au petit matin, on retrouve des vêtements ou des sandales flottant à la surface, comme des traces éparses d'une tragédie invisible. Mais souvent, il n'y a rien du tout. La mer garde ses secrets. Dans les villages, les anciens parlent d'îles fantômes. Ils disent que les kwassa-kwassa disparus ne sombrent pas toujours, mais qu'ils dérivent vers des lieux cachés, des terres que seuls les esprits connaissent. Certains racontent que les disparus continuent de vivre là-bas, dans un monde parallèle où le temps n'existe pas. D'autres affirment que les djinns de l'océan les réclament en échange du passage de ceux qui survivent. Chaque année, on estime que des centaines de personnes périssent ainsi, sans qu'on puisse en dresser la liste. Les journaux parlent de drames de l'immigration clandestine, mais pour les familles, ce sont des absences insupportables, des visages qui manquent à chaque fête, à chaque repas. Dans les veillées,
on murmure encore le prénom de ceux qui sont partis un soir sur un kwassa-kwassa et qui n'ont jamais revu la terre. La route entre Anjouan et Mayotte est courte sur une carte, à peine 70 km, mais elle est l'une des plus mortelles de l'océan Indien. Chaque embarcation qui s'y engage emporte avec elle une part de mystère et d'angoisse. Car nul ne sait si elle rejoindra l'île promise ou si elle disparaîtra, ajoutant encore un nom à la longue liste de ceux que la mer a pris sans jamais les rendre. À Mayotte, la nuit tombe vite. Dès que le soleil disparaît derrière les collines, l'obscurité envahit les chemins et la forêt se couvre de sons étranges. Les cigales se taisent, les grenouilles prennent le relais, et parfois le vent transporte des bruits qui ne ressemblent à rien de naturel. C'est dans cette ambiance que, depuis plusieurs années, circulent des récits troublants, des groupes mystérieux se rassembleraient dans des zones reculées, loin des villages, pour pratiquer des rituels énigmatiques. Les premiers témoignages vinrent de jeunes pêcheurs qui rentraient tard de la mer. Un soir, en traversant la brousse pour rejoindre leur case, ils entendirent des voix. Des chants, d'abord doux, puis de plus en plus graves, accompagnés du son régulier d'un tambour. Intrigués, ils s'approchèrent en silence, se cachant derrière les arbres. Ce qu'ils virent les glaça, une vingtaine de personnes, vêtues de tissus sombres, disposées en cercle autour d'un feu. Au sol, des symboles avaient été tracés avec de la cendre et du sang d'animal. Au centre, une silhouette se balançait d'avant en arrière, comme en transe, tandis que les autres chantaient en rythme. Les pêcheurs, terrifiés, s'enfuirent sans demander leur reste. Depuis, d'autres histoires similaires circulent. Des habitants de petites terres racontent avoir aperçu des lumières au fond de la forêt, comme des lanternes suspendues dans le vide. D'autres disent avoir entendu des hurlements inhumains, résonnant dans la nuit, suivis d'un silence oppressant. Certains affirment que les participants à ces cérémonies sont de simples jeunes cherchant à impressionner, jouant à s'inventer des rites secrets. Mais d'autres pensent qu'il s'agit de pratiques anciennes, héritées de cultes oubliés, mélange de sorcellerie et de croyances venues de Madagascar, d'Afrique de l'Est et des Comores. Une fois, près de Msangamouji, des villageois découvrirent au petit matin un terrain encore marqué par ces rituels. Sur le sol, un grand cercle de pierres noircies par le feu, au centre duquel gisait la carcasse d'une chèvre. Autour, des coquillages, des herbes sèches et des inscriptions tracées avec de la poudre blanche. Personne n'osa y toucher. On se contenta de recouvrir le tout de sable, tout en murmurant des prières pour éloigner le mal. Les anciens racontent qu'à Mayotte, certains lieux sont considérés comme habités par les djinns. Entrer dans ces espaces, surtout la nuit, c'est risquer d'attirer leur colère. Pour eux, ces rassemblements nocturnes ne sont pas anodins, ce sont des invocations, des appels lancés à des forces invisibles qui n'aiment pas être dérangées. Une vieille femme confia qu'elle avait vu, dans sa jeunesse, un homme participer à l'un de ces rituels. Quelques jours plus tard, il disparut, et quand on le retrouva enfin, il errait sans but, incapable de parler, les yeux perdus dans le vide. Les autorités, interrogées, minimisent souvent ces histoires. Elles parlent de rumeurs, de regroupements de jeunes cherchant à provoquer la peur. Mais ceux qui ont entendu les chants, ceux qui ont aperçu les feux au milieu de la nuit, savent qu'il y a plus que cela. Car l'atmosphère elle-même change dans ces instants, l'air devient lourd, les animaux se taisent, et l'on ressent une présence qui n'a rien d'humain. Aujourd'hui encore, certains quartiers évitent de traverser certaines zones après la tombée de la nuit. On dit que là-bas, les chants reprennent parfois, toujours au cœur de la brousse, toujours loin des regards. Personne ne sait vraiment qui organise ces rassemblements, ni ce qu'ils cherchent à accomplir. Mais tous s'accordent sur une chose, il vaut mieux ne jamais s'en approcher, car ceux qui observent de trop près ne reviennent jamais les mêmes. C'était une nuit claire, la lune brillait au-dessus de l'océan Indien, et les habitants de plusieurs villages de Mayotte profitaient de l'air frais après une journée étouffante. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire, jusqu'à ce qu'un phénomène étrange déchire la tranquillité du ciel. Au-dessus du lagon, une lueur apparut soudainement. Elle n'était pas comme les étoiles habituelles ni comme les éclairs lointains que l'on voit parfois dans les orages. C'était une clarté diffuse, presque laiteuse,
qui se mit à grandir et à se déployer en un immense halo. Bientôt, ce cercle lumineux prit toute la voûte céleste, comme une auréole suspendue dans l'espace. Il semblait pulser, comme s'il respirait, et changeait de teinte, passant du blanc éclatant au bleu argenté, parfois avec des reflets verts. Les gens sortirent de leur maison, fascinés et inquiets. Les enfants criaient de surprise, les adultes échangeaient des regards chargés de peur. Certains s'agenouillèrent pour prier, persuadés qu'il s'agissait d'un signe du ciel, peut-être l'annonce d'une catastrophe. D'autres restaient figés, incapables de détourner les yeux. Le halo demeura là de longues minutes. Des témoins racontèrent qu'il donnait l'impression que le ciel s'ouvrait, comme une porte immense sur un autre monde. Quelques pêcheurs jurèrent avoir vu des points lumineux se déplacer à l'intérieur du cercle, comme des silhouettes flottant dans l'espace. Une vieille femme affirma que c'étaient les âmes des noyés qui revenaient rendre visite aux vivants. Les scientifiques, interrogés plus tard, parlèrent d'un phénomène probablement lié à un lancement de fusée, dont les gaz et les particules se seraient diffusés dans la haute atmosphère. Peut-être un tir de Falcon 9 venu du lointain, dont les résidus lumineux avaient traversé le ciel jusqu'à Mayotte. Mais cette explication ne satisfit pas tout le monde. Pourquoi ce cercle était-il si net, si parfait? Pourquoi paraissait-il palpiter comme un être vivant? Et surtout, pourquoi certains témoins rapportaient-ils avoir entendu un bourdonnement au moment où le halo atteignait son apogée? Lorsque la lumière commença à se dissiper, le silence tomba sur l'île. On aurait pu croire que tout cela n'avait été qu'un rêve. Mais les regards des habitants disaient autre chose, ils savaient qu'ils avaient assisté à quelque chose d'extraordinaire, que les mots ne suffiraient pas à décrire. Depuis ce soir-là, chaque fois qu'un éclat traverse le ciel de Mayotte, beaucoup ressentent une inquiétude sourde, craignant que le halo revienne, porteur d'un mystère que personne n'a encore élucidé. À l'ouest de Mayotte, dans la commune de Msamboro, se dresse un lieu dont la simple évocation suffit à éveiller des frissons chez ceux qui en parlent, l'ancienne sucrerie de Soulou. Construite au VIe siècle, elle fut à l'époque l'un des symboles de l'exploitation coloniale, où des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants travaillaient dans des conditions épuisantes pour produire le sucre destiné à partir en Europe. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus que des ruines, envahies par la végétation, oubliées par le temps. Les murs de pierre encore debout portent les cicatrices de l'histoire. Ils sont recouverts de lianes épaisses, de mousse sombre et de racines qui s'insinuent partout, comme si la nature voulait reprendre possession de chaque recoin. Le silence qui règne à Soulou est particulier, pas un silence vide, mais un silence habité. Ceux qui s'y rendent disent qu'ils entendent parfois des bruits de pas sur les gravats, des voix lointaines qui résonnent entre les murs effondrés. Les habitants de Mayotte racontent que le site est maudit. Beaucoup évitent d'y aller après le coucher du soleil. On dit que les esprits des anciens travailleurs y errent encore, incapables de quitter un lieu qui fut pour eux un lieu de souffrance et de labeur sans fin. Certains affirment avoir vu, entre les colonnes de pierre, des silhouettes floues, comme des ombres humaines qui disparaissent dès qu'on tente de les approcher. D'autres jurent avoir entendu des chants, des mélodies tristes portées par le vent, qu'on ne saurait attribuer ni aux oiseaux ni aux hommes. Les rares visiteurs qui s'aventurent à Soulou de nuit racontent des expériences troublantes. Une étudiante en histoire, venue y prendre des photos pour un projet, affirma que son appareil s'était éteint sans raison, et que, lorsqu'elle revint chez elle, les images qu'elle avait prises montraient des formes lumineuses qu'elle n'avait pas vues sur place. Un pêcheur qui avait choisi de dormir dans les ruines après une longue journée raconta qu'il s'était réveillé en pleine nuit, entouré de murmures. Il n'osa pas ouvrir les yeux et s'enfuit au matin sans jamais revenir. Même de jour, Soulou garde son atmosphère étrange. Le vent semble s'y engouffrer différemment, produisant des sifflements qui ressemblent à des gémissements. Les arbres projettent des ombres mouvantes qui donnent parfois l'illusion de silhouettes. Des guides touristiques locaux emmènent parfois des visiteurs intrépides sur les lieux, mais même eux refusent d'y rester trop longtemps. Ils racontent avec gravité les légendes associées. On dit que ceux qui manquent de respect aux ruines, en riant trop fort ou en emportant un morceau de pierre, voient ensuite la malchance les poursuivre. Pour les anciens de l'île, Soulou est un lieu de mémoire douloureuse. C'est l'endroit où l'histoire des ancêtres a été marquée par la dureté du travail, par les privations et les humiliations. Mais c'est aussi, disent-ils,
un lieu où la frontière entre les vivants et les morts est plus fine qu'ailleurs. Les esprits y seraient encore vigilants, rappelant aux vivants que le passé ne s'efface pas si facilement. La nuit, quand la lune éclaire les ruines, certains disent que la sucrerie reprend vie. Des lumières dansent entre les colonnes, des silhouettes se déplacent comme des ouvriers fantômes, et l'air lui-même semble vibrer d'une énergie étrange. Personne ne sait si ce ne sont que des illusions de l'esprit, des jeux de lumière, ou quelque chose de plus profond. Mais une chose est sûre, l'ancienne sucrerie de Soulou est plus qu'un vestige historique. C'est un lieu hanté par son passé, un lieu où chaque pierre semble murmurer une histoire que le temps n'a pas réussi à faire taire. Sur les routes de Mayotte, surtout celles qui serpentent entre les collines isolées et les forêts épaisses, il existe une peur ancienne que les habitants murmurent encore aujourd'hui. La nuit, ces routes deviennent le territoire des coupeurs de route. Ces bandits surgissent de l'obscurité, armés de bâtons, de machettes ou parfois simplement de pierres, pour arrêter les passants, dépouiller les voyageurs et, parfois, les faire disparaître. Les récits sont nombreux. Un chauffeur de taxi brousse raconta qu'une nuit, en revenant de Mamoudzou, il avait aperçu au loin une silhouette immobile au milieu de la route. Quand il s'approcha, d'autres hommes jaillirent des buissons, frappant contre sa carrosserie et l'obligeant à s'arrêter. Il réussit à fuir, mais il jura avoir vu, dans son rétroviseur, les bandits encercler un autre véhicule plus lent qui le suivait. Le lendemain, personne n'entendit plus jamais parler de ce chauffeur. Sa voiture ne fut jamais retrouvée. Dans certains villages, on évoque des disparitions liées à ces attaques. Des personnes qui prenaient la route pour rentrer chez elles après une fête ou une veillée, et qui ne sont jamais arrivées. Les familles racontent qu'elles ont cherché partout, questionné chaque voisin, interrogé la gendarmerie, mais que les routes n'avaient laissé aucune trace. Comme si ces voyageurs s'étaient dissous dans la nuit. Les coupeurs de route alimentent aussi une part de légende. Certains disent que tous ne sont pas des hommes ordinaires. On raconte qu'il existe parmi eux des êtres capables de disparaître dans l'ombre, de se fondre dans la forêt comme des esprits. Des témoins affirment avoir vu leurs yeux briller dans le noir, rouge ou jaune comme ceux d'animaux sauvages. Une vieille femme de Sada jura qu'un soir, après avoir été arrêtée par 2 hommes armés, elle avait prononcé une prière à voix basse et que les assaillants s'étaient volatilisés devant elle, comme dissipés par le vent. Les routes de Mayotte portent encore aujourd'hui cette réputation. Les habitants savent quels tronçons éviter, surtout après la tombée de la nuit. Les plus prudents préfèrent voyager en groupe, ou attendre le matin pour partir. Mais malgré ces précautions, il arrive encore que des voitures soient retrouvées abandonnées au bord de la route, phares allumés, portières ouvertes, sans personne à l'intérieur. Ces découvertes raniment toujours les mêmes rumeurs. Est-ce un crime, un accident, ou quelque chose de plus mystérieux? Pour certains, les coupeurs de route ne sont pas seulement des voleurs. Ils seraient liés à des pratiques occultes, utilisant leurs victimes pour des rituels cachés. Ces histoires, jamais prouvées, circulent avec insistance. Dans les veillées, on raconte que les disparus servent d'offrande aux esprits, que leurs âmes sont capturées pour nourrir des forces obscures. Qu'il s'agisse de bandits bien réels ou d'ombres plus anciennes, une chose est sûre, la nuit, les routes de Mayotte n'appartiennent pas seulement aux voyageurs. Elles appartiennent aussi à ceux qui guettent dans l'obscurité, prêts à surgir, et dont le souvenir hante encore les habitants. Chaque fois qu'un véhicule disparaît sans explication, chaque fois qu'un homme ne rentre pas chez lui, on se demande si ce ne sont pas les coupeurs de route qui l'ont réclamé. Il y a très longtemps, quand Mayotte n'était encore qu'une île habitée par quelques villages de pêcheurs, vivaient un frère et une sœur. Ils étaient inséparables depuis l'enfance. Ils grandissaient ensemble, partageaient les mêmes jeux au bord du lagon, et rien ne semblait pouvoir les séparer. Mais en devenant adultes, leur lien se transforma en quelque chose de plus fort encore, un amour interdit qui défiait les règles et les tabous. Les anciens, qui surveillaient leur comportement, murmurèrent des avertissements. Ils disaient que les esprits de la mer puniraient ceux qui oseraient profaner les lois sacrées. Mais les 2 jeunes gens ignoraient ces voix. Ils se retrouvaient en secret près des plages, là où les cocotiers se penchaient sur le sable, et ils se promettaient un amour éternel. Un jour,
Alors qu'ils s'étaient réfugiés dans une crique isolée, un vieil homme passa et les aperçut. C'était un devin respecté, un homme dont les paroles avaient toujours un poids. Il s'approcha d'eux, le regard sévère, et leur dit d'une voix grave, « Ce que vous faites offense les ancêtres. Si vous continuez, la mer elle-même viendra vous réclamer. » Mais ils refusèrent d'écouter, et s'enfuirent en riant. La nuit suivante, le ciel se couvrit d'étoiles brillantes, et une chaleur étrange s'abattit sur le village. Le frère et la sœur décidèrent de s'échapper une fois de plus vers la mer. Ils entrèrent dans l'eau, main dans la main, riant comme s'ils défiaient le monde entier. Mais soudain, l'eau se mit à vibrer, et une voix profonde s'éleva du fond du lagon. Les vagues se dressèrent, et une lumière surnaturelle jaillit, enveloppant les deux jeunes. Quand les villageois accoururent, guidés par leurs cris, ils ne trouvèrent plus que deux silhouettes flottant dans l'eau. Leurs jambes s'étaient soudées, leurs bras s'étaient allongés en nageoires, et leurs visages s'étaient adoucis. À la place des deux jeunes se trouvaient désormais deux dugongs, ces grands mammifères marins aux yeux tristes. Le vieil homme, témoin de la métamorphose, expliqua que la mer avait transformé le frère et la sœur pour les punir et les condamner à errer dans l'océan, à jamais unis mais privés de leur humanité. Depuis, les pêcheurs de Mayotte racontent cette histoire quand ils croisent un dugong. Certains disent que si l'on regarde bien dans leurs yeux, on peut encore y voir une lueur humaine, une étincelle de tristesse et d'amour perdu. Et lorsqu'un pêcheur capturait autrefois une femelle dugong, il devait prêter serment qu'il n'avait pas commis l'interdit, car on craignait toujours que ce soit l'esprit de la sorte transformé. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, le dugong est un animal entouré de respect et de mystère à Mayotte. Nul ne sait quand il réapparaîtra dans les lagons, mais chacun sait qu'il porte avec lui l'écho d'un amour interdit et d'une punition éternelle. Autrefois, quand les étoiles guidaient les pêcheurs et que le temps se mesurait au rythme des marées, les habitants de Mayotte vivaient dans la crainte et le respect des phénomènes du ciel. Ils levaient les yeux vers le soleil et la lune comme on lève les yeux vers des dieux. Mais il existait un moment redouté entre tous, un moment où le monde semblait vaciller, l'éclipse. Les anciens disaient que lorsqu'une éclipse survenait, ce n'était pas un hasard. C'était l'œuvre d'un esprit gigantesque, un djinn affamé qui tentait de dévorer le soleil ou la lune. Personne ne devait rester indifférent, car si l'esprit parvenait à avaler complètement l'astre, la lumière disparaîtrait pour toujours et le monde serait englouti dans une nuit éternelle. On raconte qu'un jour, alors que les villageois travaillaient aux champs et que les enfants jouaient dans les arbres, le ciel commença à s'assombrir sans nuages ni pluie. Le soleil, éclatant quelques instants plus tôt, se voila peu à peu, comme si une ombre monstrueuse passait devant lui. Les oiseaux s'arrêtèrent de chanter, les chèvres se figèrent, et un silence étrange s'installa. Les premiers à comprendre furent les anciens. En levant les yeux, ils virent le disque du soleil mordu par une obscurité qui grandissait. Alors, leurs voix s'élevèrent dans le village, « L'esprit vient. L'esprit veut avaler la lumière. » En un instant, toute la communauté s'agita. Les femmes coururent chercher des marmites, des tambours, des calebasses. Les hommes allumèrent de grands feux. Les enfants, terrifiés, se réfugièrent dans les bras de leur mère. Le chef du village ordonna à tous de frapper, de crier, de chanter, de taper sur tout ce qui pouvait faire du bruit. Et le vacarme commença. Des tambours résonnaient comme des tonnerres, des marmites frappées résonnaient dans l'air, les hommes criaient à plein poumon, les femmes chantaient des prières, et les enfants tapaient des pierres les unes contre les autres. On disait que ce vacarme devait effrayer le djinn qui tentait de dévorer l'astre. Mais ce jour-là, le ciel devint si sombre que les étoiles apparurent en plein jour. Beaucoup crurent que c'était la fin. Les plus vieux racontèrent plus tard avoir vu dans l'ombre un œil gigantesque, brillant d'une lueur rouge, comme si le djinn lui-même observait les hommes en bas, hésitant à poursuivre son festin. Alors le vacarme redoubla. Le sol tremblait presque sous l'intensité des cris et des tambours. Le chef, armé d'une torche, leva les flammes vers le ciel et cria « Retourne dans les profondeurs. Tu n'auras pas notre soleil. » Peu à peu, l'ombre sembla reculer. La lumière revint, d'abord pâle puis éclatante. Les oiseaux reprirent leur chant, et le jour retrouva sa clarté habituelle. Les habitants, tremblant de fatigue et de peur,
tombèrent à genoux. Le soleil brillait à nouveau, vainqueur du monstre. Depuis ce temps, chaque fois qu'une éclipse menaçait, les Mahorais répétaient ce rituel. Ils tapaient sur les tambours et les marmites, faisaient du bruit et allumaient des feux pour effrayer l'esprit affamé. Certains disaient qu'à chaque vacarme, on pouvait entendre un rugissement lointain, un cri de colère étouffé venu du ciel. Quand une éclipse se produit, les anciens racontent cette histoire aux enfants. Ils leur disent que si le monde n'a pas basculé dans l'obscurité éternelle, c'est grâce au courage de leurs ancêtres qui, armés de leur bruit et de leur foi, ont su repousser l'esprit qui voulait dévorer la lumière. Il y a plusieurs siècles, dans les hauteurs verdoyantes de Mayotte, vivait un homme nommé Mawana Madi. Personne ne savait vraiment d'où il venait. Certains disaient qu'il avait été trouvé enfant, seul au bord de la mer, bercé par les vagues. D'autres juraient qu'il était né d'une étoile tombée du ciel. Mais tous reconnaissaient qu'il n'était pas comme les autres. Mawana Madi avait une lumière étrange dans les yeux, comme un reflet de lune. On disait qu'il pouvait marcher dans l'obscurité sans jamais trébucher, qu'il n'avait pas besoin de torches pour traverser les forêts. Les anciens racontaient qu'il parlait au vent et que les vagues semblaient l'écouter quand il se tenait au rivage. Un jour, une grande sécheresse frappa l'île. Les rivières s'asséchèrent, les champs de manioc se flétrirent, et le riz ne poussait plus. Les enfants pleuraient de soif, et même les animaux mouraient sur les chemins. Les villageois se rassemblèrent pour prier, mais la pluie ne venait pas. Alors, les regards se tournèrent vers Mawana Madi. Il monta au sommet d'une colline, là où le vent souffle toujours. Il leva les bras vers le ciel et ferma les yeux. La légende dit qu'une lumière l'entoura, une clarté douce, ni celle du soleil ni celle de la lune, une lumière qui venait de lui-même. Il parla alors d'une voix qui résonna dans toute l'île, « Ouvrez vos cœurs, demandez avec sincérité, et le ciel répondra. » Les villageois se mirent à chanter et à prier avec lui. Les enfants battirent des mains, les femmes allumèrent des torchets, et les hommes frappèrent des tambours. Peu après, des nuages apparurent à l'horizon. Ils grossirent, noirs et lourds, et la pluie se mit à tomber, douce puis abondante, remplissant les rivières et abreuvant la terre. À partir de ce jour, Mawana Madi fut considéré comme un protecteur, un homme lumineux. Mais il n'aimait pas être vénéré. Il disait souvent, « Je ne suis pas un dieu, je ne suis qu'un guide. La lumière vient de vos prières, pas de moi. » Pourtant, on racontait qu'il pouvait disparaître et réapparaître à volonté, comme s'il passait d'un monde à l'autre. Un soir, alors qu'il marchait au bord de la mer, il parla à quelques enfants venus l'écouter. « Un jour, je partirai, dit-il, mais je ne serai jamais loin. Quand la nuit sera trop sombre, cherchez la lumière dans vos cœurs, et vous me trouverez. » Puis il entra dans l'eau et marcha vers l'horizon. Sa silhouette se fondit dans la mer et la lumière qui l'entourait s'éteignit doucement. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Mais les habitants disent que son esprit est toujours là. Certains pêcheurs affirment qu'ils ont aperçu une silhouette lumineuse dans les vagues lors des tempêtes, guidant les pirogues vers la sécurité. D'autres racontent qu'en temps de sécheresse, si l'on chante son nom au sommet des collines, une brise fraîche se lève et annonce la pluie. Ainsi, Mawana Madi reste une figure légendaire, ni homme ni esprit, mais un guide bienveillant. Les anciens murmurent encore son histoire aux enfants, leur rappelant que même dans les ténèbres, il y a toujours une lumière, et que cette lumière vit en chacun d'eux. Dans les collines de Mayotte, à l'ombre des grands baobabs et des forêts denses, on raconte qu'il existe une pierre mystérieuse, une pierre pas comme les autres. Elle n'est ni trop grosse ni trop petite, mais sa surface brille d'un éclat étrange, comme si elle contenait une flamme prisonnière. Les anciens l'appellent la pierre du pouvoir. La légende dit que celui qui la trouve peut commander aux éléments. Il peut rappeler la pluie quand la sécheresse menace, apaiser les vagues quand la mer est en colère, ou encore invoquer le vent pour disperser les nuages. Mais la même légende prévient aussi, celui qui cherche cette pierre par orgueil ou par cupidité attirera sur lui la colère des esprits. Il y a longtemps, un homme du village de Bandrélé nommé Youssouf avait entendu parler de la pierre. C'était un pêcheur courageux mais aussi ambitieux,
toujours en quête de gloire. Il voulait devenir le plus puissant des hommes et décida de partir à sa recherche. Guidé par les paroles d'un vieillard, il s'aventura dans la forêt profonde. Pendant des jours, il marcha, affrontant la chaleur, les moustiques et la faim. Il traversa des rivières et gravit des collines. Finalement, il arriva devant une grotte cachée sous un amas de racines. À l'intérieur, l'air était frais, presque glacé. Là, posée au centre d'un autel de pierre, brillait la fameuse pierre. Sa lumière était douce mais pénétrante, comme un cœur qui battait. Youssouf s'approcha, fasciné. Au moment où ses doigts touchèrent la surface lisse, un grondement résonna dans la grotte. La pierre vibra, et une voix grave emplit l'espace. « Pourquoi me cherches-tu » Youssouf, tremblant mais déterminé, répondit, « Pour devenir le maître des hommes et des mers. Je veux la puissance. » La voix se fit plus dure, « La puissance n'est pas un jouet. Celui qui la réclame pour lui seul sera brisé par elle. » Mais Youssouf ne recula pas. Il serra la pierre contre lui et sortit de la grotte. Au début, tout sembla merveilleux. En levant la pierre, il ordonna à la pluie de tomber, et les nuages obéirent. Il demanda au vent de souffler, et les arbres s'inclinèrent. Les villageois, émerveillés, l'acclamèrent. Mais peu à peu, son cœur changea. Il devint arrogant, exigeant que chacun se prosterne devant lui. Il utilisa la pierre pour punir ceux qui lui désobéissaient, envoyant des tempêtes sur leurs champs ou privant leurs puits d'eau. Alors la pierre commença à s'assombrir. Sa lumière douce devint rouge, brûlante, comme un feu mal contenu. Une nuit, alors que Youssouf brandissait la pierre pour déclencher une nouvelle tempête, elle éclata dans ses mains. Une explosion de lumière embrasa le ciel. Le lendemain, les villageois retrouvèrent Youssouf étendu, ses yeux vides fixant le ciel. La pierre, elle, avait disparu. Depuis ce jour, on dit qu'elle erre encore dans les forêts et les collines de Mayotte. Parfois, des chasseurs affirment voir une lueur étrange entre les arbres, comme une braise vivante. Mais aucun n'ose s'en approcher. Les anciens rappellent que la pierre du pouvoir choisit elle-même son maître, et que seul un cœur pur, qui cherche le bien des autres, pourra un jour la tenir sans être détruit. Dans un village de Mayotte niché entre la forêt et la mer, les anciens racontaient aux enfants de ne jamais s'aventurer seuls au crépuscule. Car à cette heure où le jour s'éteint et où la nuit s'installe, rôdait un esprit puissant et imprévisible, connu sous le nom de Nguyen Dranavi. On ne savait pas vraiment s'il était un protecteur ou un destructeur, car il apparaissait différemment selon les circonstances. Pour certains, il prenait la forme d'un vieillard bienveillant qui guidait les voyageurs égarés vers le bon chemin. Pour d'autres, il surgissait comme une créature monstrueuse, aux yeux rouges et aux griffes longues, punissant ceux qui manquaient de respect aux lois du village. L'histoire la plus redoutée est celle d'un jeune homme nommé Abdou. C'était un garçon audacieux, souvent insolent envers les anciens. Une nuit, après une dispute avec son père, il décida de quitter la maison et de marcher seul dans la forêt. La lune était fine et pâle, et l'air était lourd. En avançant entre les arbres, il sentit soudain une fraîcheur étrange, comme un souffle glacé dans son dos. Puis, une voix s'éleva, grave et profonde, « Pourquoi marches-tu seul, Abdou » Il se retourna et vit un vieil homme assis sur une pierre, vêtu d'un pagne blanc, tenant un bâton. « Tu es perdu, » dit l'homme d'une voix douce. « Reviens en arrière, retrouve ta famille, car la nuit n'appartient pas aux hommes. » Mais Abdou, orgueilleux, se moqua. « Je n'ai besoin de personne pour me protéger. » À ces mots, le vieillard sourit tristement, et son visage changea. Ses yeux devinrent rouges, ses dents pointues, et son corps s'allongea jusqu'à atteindre la taille des arbres. Ses bras se transformèrent en branches noires, et ses mains devinrent des griffes. Abdou hurla et s'enfuit, mais la forêt semblait se refermer autour de lui. Les racines sortaient du sol pour bloquer ses pas, et les cris du monstre résonnaient partout. Il courut jusqu'à perdre haleine. Finalement, il tomba au pied d'un grand fromager. Là, il s'évanouit. Au matin, les villageois le retrouvèrent. Son corps était intact, mais son esprit semblait brisé.
Il ne parla plus jamais, et ses yeux restèrent écarquillés comme s'il voyait encore l'horreur de la nuit. Depuis ce jour, les habitants répètent que Nguyen Dranavi veille sur la frontière entre le monde des hommes et celui des esprits. Pour ceux qui respectent les règles et écoutent les anciens, il est un guide qui peut sauver d'un mauvais chemin. Mais pour ceux qui défient les interdits et marchent dans l'orgueil, il devient un chasseur sans pitié. On dit que, certaines nuits, son souffle glacé traverse encore les forêts de Mayotte. Et si jamais on entend son nom murmuré par le vent, il faut se couvrir les oreilles et courir sans se retourner, car c'est le signe qu'il est déjà là. Dans les villages de Mayotte, les anciens parlent d'une créature qui apparaît parfois lorsque les hommes oublient les lois de la nature et de la communauté. On l'appelle l'homme-diable. Il a l'apparence d'un homme au premier regard, mais ses yeux brûlent comme des braises et ses pas laissent dans la poussière l'odeur du soufre. On raconte que jadis, dans le village de Tsingoni, vivait un homme cupide nommé Rachidi. Il ne respectait ni les coutumes, ni les prières, ni même ses voisins. Il volait les fruits des champs, il gardait pour lui tout le poisson qu'il attrapait, et il riait quand on lui rappelait que la terre et la mer appartiennent à tous. Une nuit, alors qu'il revenait d'une pêche clandestine dans un endroit interdit, Rachidi croisa un étranger assis sur une pierre. L'homme était vêtu d'un long pagne noir, et son visage était à moitié dissimulé sous un capuchon. Rachidi ne reconnut pas sa voix lorsqu'il lui parla, grave et lente, « Pourquoi prends-tu ce qui ne t'appartient pas ?» Rachidi éclata de rire. « Parce que je le peux, » répondit-il, brandissant fièrement son filet plein. Mais l'étranger ne sourit pas. Il se leva, et Rachidi vit alors ce qu'il aurait préféré ne jamais voir. Ses jambes n'étaient pas celles d'un homme mais celles d'une chèvre, couverte de poils sombres et terminée par des sabots fendus. Ses yeux, sous le capuchon, brûlaient d'une lueur rouge. Pris de peur, Rachidi tenta de fuir, mais ses jambes se firent lourdes comme du plomb. L'homme-diable avança vers lui sans se presser, chaque pas résonnant dans la nuit comme un coup de tonnerre étouffé. Quand il fut assez proche, il posa une main glaciale sur l'épaule de Rachidi. « Ton avidité a troublé l'équilibre, dit-il. » À ce moment-là, le filet de Rachidi se vida de ses poissons. À leur place, il ne resta que des os blanchis, encore luisants comme s'ils venaient d'être rongés. Puis le sol s'ouvrit sous ses pieds. Des flammes jaillirent, et un cri de douleur et de terreur monta, couvrant le fracas de la nuit. Quand les villageois, alertés, accoururent, il ne restait rien de Rachidi, ni de ses prises, seulement une odeur âcre de brûlé et une marque noircie dans le sol, semblable à l'empreinte de sabots. Les habitants disent que l'homme-diable rôde toujours dans l'île, apparaissant à ceux qui trahissent les règles du partage ou qui manquent de respect aux esprits de la nature. Certains disent l'avoir vu au détour d'un chemin, d'autres affirment avoir senti son souffle derrière eux alors qu'ils tentaient de cacher une faute. Et tous jurent la même chose, si ses yeux rouges se posent sur toi, il est déjà trop tard. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.